verte du Mali, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui agissent pour la planète. Découvrez comment le Mali relève le défi du climat. Bonjour et bienvenue à ce numéro de notre série consacrée aux solutions durables face au changement climatique. Dans ce numéro, nous allons parler de construction durable ou d'éco-construction, une nouvelle technique qui consiste à réduire notre empreinte carbone. Bonjour, Monsieur Traoré. Bonjour. Alors, juste un mot sur votre parcours et sur vous-même. Alors, moi, je m'appelle Samassé Traoré. Donc, je suis ingénieur bâtiment et travaux publics. Donc, je suis entrepreneur aujourd'hui. Donc, entrepreneur pour partie de ma carrière en bureau d'études et j'ai créé l'entreprise Bâtir Durable il y a 7 ans. Donc, commence à être connu un tout petit peu sur la place de Bamako. Alors, avec vous, on va parler de construction durable ou encore appelée éco-construction. Alors, comment se porte cette nouvelle forme de construction au Mali? Ok, alors merci pour la question. L'éco-construction ou les constructions respectueuses de l'environnement se portent bien aujourd'hui au Mali. C'est tout début, mais les gens commencent à prendre conscience, surtout avec l'avènement donc, de l'épisode de très forte chaleur en 2024 et également le cycle de pluviométrie anormalement élevé qu'il y a eu également en 2024 et les périodes récurrentes de forte chaleur dans les différentes régions du Mali. Les gens commencent à prendre conscience, à se rendre compte qu'il y a eu un déclic. Et donc, on est de plus en plus sollicité. Les gens viennent par eux-mêmes pour chercher à en savoir plus. Alors, en termes de finances, je parle en termes de budget. Est-ce que le Malien lambda peut se procurer d'un bâtiment écologique oui. Et durable? Oui, complètement. Aujourd'hui, avec les techniques qu'on développe, je pense que de plus en plus, on s'achemine vers des techniques qui rendent complètement accessibles ces types de construction ou ces modes de construction au plus grand nombre de nos populations. Et également, les avantages liés à ces constructions font que c'est vraiment le truc ou la solution adaptée et la solution adéquate pour celui qui a un budget très très serré. Donc, il y a une manière de construire quand on a un budget serré, il y a une manière de faire sans rogner sur la qualité et sans rogner sur le confort qui est très important dans le cas des éco-constructions. Donc, si vous voulez, on pourrait rentrer un petit peu plus tard dans les détails si vous voulez que je le fasse maintenant. D'accord, moi je voulais savoir les matériaux que vous utilisez pour cette technique-là. Est-ce que c'est des matériaux qui sont accessibles? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques matériaux qui rentrent dans cette construction? Ok, tout à fait. Donc, moi, comme je vous avais dit un peu avant l'entretien, j'ai passé une première partie de ma carrière à faire de la recherche et développement sur le Mali, sur l'Afrique de l'Ouest. Et ça a duré 10 ans. Et donc, les matériaux que j'avais mis en évidence en faisant les enquêtes historiques, documentaires et tout, je me suis rendu compte que le colonisateur, quand il est arrivé, à peu près les siècles, les 100 ans qu'il a passé sur place ici, il n'a construit qu'avec ça. Le palais de Kouloua, c'est en pierre. Le lycée Askia, c'est en pierre. Les nids que j'ai fait, c'est en pierre et il n'y a toujours pas de fissures. Et quand on prend la quantité de pierre qui va dans ces bâtiments, on fait l'équivalent avec une villa. Le coût d'acquisition ou le coût d'achat du nombre de voyages de camions pour faire la pierre, facilement, on est entre 2 et 5 millions, même pas. Et aujourd'hui, l'équivalent de ces villas, facilement, on dépasse les 80 voire 100 millions en béton armé. Donc, en Europe, quand on bâtit ce type de construction et qu'on arrive au toit, le toit aussi est en bois. Donc, moi, j'ai dit, pendant mes recherches et en fouillant, ça veut dire qu'aujourd'hui, au Mali, il y a beaucoup d'aspects traditionnels qui sont très bien,
Quand il y a un nouveau-né, le bébé reçoit beaucoup de cadeaux, de l'argent. Je dis, prochainement, on va demander aux mamans de donner juste un tout petit pourcentage de l'argent reçu pour le bébé, 10 000, 15 000. On va planter des arbres. Le temps que ce bébé nouveau-né arrive à l'université, les arbres sont assez costauds et le gamin, quand il va falloir bâtir sa villa, on a presque tout pour moins de 10 millions. Vous imaginez? Il suffit de planter et en plantant ces arbres, ça donne quoi? Ça donne une forêt et au moment d'exploiter, au moment de couper, on coupera le nécessaire et peut-être on continuera à replanter et le gamin aura sa villa ou son immeuble avec le plancher en bois comme à Paris, comme à New York, comme partout dans le reste du monde. Donc, toutes les solutions sont là pour que le pauvre puisse, avec un tout petit peu d'intelligence, accéder à un habitat décent sans se ruiner. Qu'on fait déjà, il n'a pas beaucoup d'argent. Donc, s'il ajoute un peu d'intelligence, rapidement, il aura sa maison. Maintenant, on a poussé la réflexion encore plus loin parce que les 10 ans de recherche là nous ont vraiment permis d'aller très loin. Aujourd'hui, en analysant notre environnement à Bamako ici, on a en tout et pour tout 4 mois où potentiellement il peut pleuvoir. 4 mois moins 2, il reste 8 mois. 8 mois de chaleur et 8 mois de saison pluvieuse. Donc, en analysant, je me suis dit, ça sert même à rien de construire tout le bâtiment en pierre. On fait juste les murs enveloppés en pierre à l'extérieur. À l'intérieur, on fait 1 ou 2 poteaux béton, juste un bout de mur en pierre. On fait les planchers et après, on fait comme le reste du monde. Les parties résistantes du bâtiment sont faites pour porter les poids. Et à l'intérieur, les murs qui sont là, c'est en carton, c'est en plâtre, c'est en béâtre. Et dans les cas chez nous en Afrique, on va faire ces murs de cloisonnement en terre. Et ça, pourquoi? Parce que ça coûte bien. J'achète un camion de terre à 50 100 000 maximum. Et avec ça, je fais tous mes murs intérieurs en terre. Quand un mur est à l'intérieur, il est abrité. La pluie ne peut pas l'atteindre, ni le vent, ni rien. Et en plus, ça ne porte pas le poids du bâtiment. Et là, après, comment se comporte le mur? Comme il est abrité, ça se comporte comme une batterie. Quand vous mettez la clim, ce mur se charge en fraîcheur. Au bout d'une heure, vous coupez la clim, jusqu'au lendemain matin, vous vous rendez compte de rien. 0 chaleur toute l'année. On peut également, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de panneaux photovoltaïques, acheter des clims qui ne consomment pas beaucoup d'énergie. LG, Samsung et autres, ils les ont inventés. C'est des climats avec des faibles puissances qui peuvent tourner sur des panneaux solaires directement. Donc, si moi, je m'amuse à faire mon mur enveloppe en pierre, qui a une propriété qu'on appelle inertie thermique, et les murs en terre également, donc je mets directement ma climatisation en marche en partant au bureau le matin. Dès que le soleil avance, la clim a rafraîchi complètement la maison parce que tout est fermé. Au retour le soir, déjà, je rentre dans un truc où le microclimat, c'est comme si je ne suis pas en Sibérie, mais c'est assez frais. Et donc, s'il fait trop frais, vous ouvrez la fenêtre pour équilibrer un peu. Et toute l'année, vous n'aurez pas à toucher à la climatisation. Parce que la pierre qui était là, qui a absorbé la fraîcheur, les séparatifs en terre qui étaient là, qu'on a construits pour quasiment pas cher, ont stocké le maximum de fraîcheur. Et pendant toute la durée de la nuit, je suis pauvre, mais je vais dormir comme un riche. Et vous imaginez ces gains d'énergie, c'est énorme. Donc, de fil en aiguille, il y a plein de techniques, plein de solutions pratiques, pragmatiques, adaptées à la tête qu'on a développées, qu'on a mûries et qu'on est en train de mettre en pratique aujourd'hui. D'accord. Ces explications vont nous conduire directement à la question suivante, qui est d'établir le lien entre le réchauffement climatique et cette nouvelle forme de construction. Alors, donc cette nouvelle manière ou cette manière de construire qui existe aussi depuis un certain temps dans d'autres pays, mais nous sommes un tout petit peu en retard ou en décalage. Si on commence à avancer sur ces sujets, c'est sûr et certain que ça va
ça va réduire énormément notre empreinte carbone, nos actions néfastes sur le réchauffement climatique. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas compliqué. Plus on va vers l'énergie photovoltaïque, on réussit à climatiser les maisons, les constructions, genre avec la méthode que je viens de développer à l'instant, vous allez voir le nombre de citernes qui viennent de Dakar va commencer à diminuer. Ces citernes ne vont chercher que le gasoil. Et le gasoil, c'est tout le plus polluant. Ces citernes, rien que c'est qu'elles-mêmes, elles consomment de Bamako à Dakar, aller-retour 2400 km. S'il y a moins de citernes, ça va faire moins de CO2. S'il y a moins de carburant transporté pour venir satisfaire nos besoins ici, ça veut dire qu'il y aura une double réduction, un double effet. Donc, construire comme ça, tout qu'on fait, on n'a pas le choix. Donc, le projet, quand j'avais eu le tout premier prix en France, à Montpellier, et c'était une Anglaise qui m'avait découvert, et elle avait dit toute sa carrière, sa vie, son projet, son travail, c'est aller chercher les solutions innovantes partout dans le monde. Et elle avait dit au jury qu'elle a plus de 60 ans, toute sa carrière, elle a vu 2 projets comme ça au monde. À part ça, pour elle, c'est vraiment les meilleurs au monde et qu'on ne pouvait pas ne pas me retenir, qu'on ne pouvait pas ne pas prendre ce projet et le sortir du jeu. Donc, pour dire que ceux qui en savent un peu sur tout ce qui est l'incidence des humains sur le réchauffement climatique, cette manière de faire, il n'y a pas mieux. En tant qu'expert du domaine, alors quel conseil aurez-vous à donner à un jeune ou à un entrepreneur qui veut se lancer dans cette nouvelle forme de business? Alors, aujourd'hui, donc, avec ce qu'on a constaté, parce que moi, je suis rentré d'Europe complètement en fin 2018. Donc, ça fait là, en novembre, ça va me faire 7 ans passés ici. Chercher à mettre en place, à voir, à analyser et étudier encore le potentiel que je n'avais pas pu étudier pendant que je faisais le voyage d'études. Donc, pour un jeune Malien, moi, je pense que cibler le secteur de l'éco-construction, c'est sûrement faire le choix de la réussite et faire le choix de faire une carrière où vous n'allez pas manquer de boulot. Parce que les applications, ce qu'il y a à développer ici et la disponibilité des ressources, ça c'est des atouts majeurs. Parce qu'il y a l'habitat à faire pour les humains, il y a les ponts et les barrages, les micro-ponts et les micro-barrages. Il y a une infinité de besoins dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest et je pourrais même dire sur la totalité du continent africain. Et c'est le continent aussi qui subit le plus les effets du réchauffement climatique avec des zones, avec des incidences de l'érosion énorme. Donc, pour réparer ces blessures graves sur la terre, la meilleure solution, c'est encore la valorisation de la pierre. L'année dernière, en 2024, avec les pluies diluviennes qu'il y a eu au Mali, avec tous les records explosés, il y a une commune du Mali qui s'appelle Touba, dans le sac de Panama. Comme je leur avais construit un pont en pierre, c'est leur fierté aujourd'hui, ça leur a tellement fait plaisir qu'ils ont mis une commission en place composée du chef de village, de l'imam, du maire, du sous-préfet, de la jeunesse de Touba et la jeunesse de la diaspora de Touba dans le monde. Ils m'ont invité à venir et on a passé 2 mois à réparer les routes principales de Touba sous la pluie, de août, septembre jusqu'en octobre. Et c'était aussi avec la pierre extraite, exploitée carrément dans la ville de Touba. Mais ça, en béton, ils n'avaient pas les moyens. Et comme c'était en pierre, et même cette année, pendant l'hivernage, 1 an après, il y a certains jeunes qui m'ont rappelé pour nous féliciter en disant, franchement, rien à tirer, rien à faire. C'est top. Donc, je pense que quand les populations locales réussissent à valoriser leurs propres ressources locales comme ça, à résoudre des équations qui étaient irrésolvables, parce qu'ils avaient fait appel à l'État et l'État n'avait pas les moyens pour venir réparer la route nationale principale. Donc, quand c'est comme ça, ils se sont dit, bon, on ne va pas rester les bras croisés. Ils ont rassemblé ce qu'ils pouvaient
ils sont vers la quête et pendant 3 mois, petit à petit, avec l'exploitation de la matière première qui existe même dans la ville de Touba, on a tout réglé et aujourd'hui la route elle est saine, elle est propre et ça marche. Et donc là, cet exemple peut s'appliquer à tout le Mali et le nombre de villages, de communes, d'associations qui nous appellent, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et je pense que la population de l'intérieur, les gens ont compris. Ils ont compris, il y a un déclic et peut-être avec le temps, ça va. Alors, vous avez sans doute compris, non seulement l'éco-construction nous aide à préserver nos ressources, mais aussi à faire une économie très sobre en termes de carbone. Merci de votre attention. À très bientôt pour une nouvelle série d'initiatives vertes. À bientôt.